Coucou, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas à Paris, même si je vous ai eu l'occasion de vous parler il y a quelques jours depuis le Larzac. Là, ce soir, je suis à Marseille, dans ma ville de naissance, avec un temps voilà qui est un temps provençal, certes, avant de remonter à Paris demain pour la réouverture, on l'espère tous, à des terrasses dès mercredi. Mais en tout cas, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Donc, mon invité, dans ce cadre de ces rencontres Somme, avec l'Union nationale française, et je remercie Laurent Boyer encore pour la communication, Juliette Jourdan pour la programmation. Eh bien, ce soir, mon invité, je vais voir s'il est arrivé déjà parmi nous, c'est Azélina Jaboulet-Verchères, que vous allez apprendre à mieux connaître. Vous avez sûrement entendu parler peut-être de ce nom. Je vois qu'il y a plein de gens qui me font coucou. Est-ce que Azélina va me faire coucou également pour que je puisse savoir? Elle va pas tarder à arriver. Le nom vous parle, hein. Et voilà, elle arrive, Azélina, je vais la faire entrer avec nous dans la conversation. C'est vrai que c'est un parle Jaboulet, Jaboulet-Verchères. Ça évoque à la fois la Bourgogne, bien sûr, mais également la vallée du Rhône. Ces Bonsoir noms-là. Philippe, bonsoir à tous. Coucou, ça va, Azélina, tu vas bien? Ça va bien, oui. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que moi, je vois pas bien. Ouais. En tout cas, on t'entend très bien. On te voit dans une sorte de brume qui te va finalement assez bien. Oui, je me mets à la page de Mais l'époque. Attends, est-ce que c'est mieux là? oui, c'est un petit peu mieux. Bon, On devine. C'est un peu moyenâgeux, mais en même temps, c'est ta spécialité. c'est Voilà. ça. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je regarde juste une chose. Je pense que non, là, je me suis enlevée. Voilà. Je voulais juste voir si je pouvais. Oui, mais du coup, j'ai enlevé le son. Non, Non, mais là, on t'entend bien. non, c'est bon. Non, non, C'est bien comme ça. Ok, oui, on reste comme ça. je t'aperçois. Il y a un côté un peu fantasmagorique qui va l'époque peut-être dont tu vas nous parler, parce que alors, pour te présenter, c'est compliqué, Madame le professeur, Madame la présidente, Madame, tout court. Azélina, c'est très bien, je pense. Azélina, c'est très bien, c'est un très joli prénom. C'est qui a inspiré ce prénom d'ailleurs, Azélina? Alors là, je peine à temps. Hein. Qui est médiéval d'ailleurs, et ça, c'est une chose que j'ai découverte quand j'étais en fac d'histoire, en licence d'histoire, et mon Oui. grand prof, Michel Paris, qui m'a rendu médiéviste, en fait, malgré lui, m'a dit: Ah, Zélina, je vous ai vu hier dans une charte du XIIe siècle. Et donc, c'est ce qui m'avait confirmé, c'est voilà ce qui m'a confirmé. Et à une époque où j'avais déjà choisi de devenir médiéviste si j'en avais la possibilité, donc c'était assez drôle. Ah oui, c'est fou, c'est fou. Donc c'était ancré dans tes gènes et en tout cas dans ton histoire. Oui, et en plus, le plus drôle, c'est que ce Moyen Âge m'a ramené vers le vin, qui ne m'était bizarrement pas familier parce que moi, ça ne m'intéressait pas. Et l'histoire, en fait, le jour où j'ai dû choisir un mémoire de maîtrise d'histoire médiévale, puisque le master d'aujourd'hui, on l'appelait maîtrise à l'époque, j'ai dit à ce Michel Paris, ce professeur Paris, il faut que je travaille avec vous. Il me dit: Qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis: Je voudrais travailler sur le vin et l'ivresse. Il me dit: Mais moi, je travaille sur les moniales. Je lui dis: Oui, mais moi pas. Donc allons-y. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et c'est en fait en découvrant des textes du Moyen-Âge que j'ai eu envie de goûter du vin. Parce que j'ai trouvé qu'ils avaient une manière truculente, vivante et un peu sans embâche de parler du vin. C'était une manière beaucoup plus, en tout cas par rapport au compte rendu de dégustation que j'avais entrevu à l'époque, je trouvais que c'était plus dans le vif du sujet. On entrait, c'est vraiment quelque chose de très physique, comme si le vin était une personne. Ah oui, oui. Attends, d'ailleurs, tu as fait un ouvrage dans ce sens-là. Oui, absolument. Les accords homme et vin, quand le vin nous rend meilleur, l'idée était effectivement tout à fait médiévale. L'idée était de dire: nous sommes tous très imparfaits, mais grâce au vin, on peut corriger certaines imperfections. C'est un précepte médiéval qui utilise le vin, vraiment, ça appartient à la diététique, à la médecine médiévale, qui part du principe que le vin permet de corriger le déséquilibre de tempérament, le déséquilibre humoral de chaque être humain. Donc, quelqu'un qui a un tempérament chaud va avoir besoin d'un vin un peu proche de l'eau, parce que le vin est toujours au Moyen-Âge chaud et sec, mais il peut avoir, ça c'est par nature, et il Hmm. peut avoir un effet humidifiant, sachant que chacun est plus ou moins chaud, humide, froid et sec. Et la santé parfaite se situe au milieu de ces quatre qualités qui émanent des éléments. Donc, en fonction de là où on se trouve dans le spectre de la santé ou de la maladie, Mhm. chaque personne a un type de vin
qui lui convient et qui le rend meilleur, effectivement. Le vin était à l'époque davantage considéré comme un médicament ou un alicament qu'aujourd'hui, sûrement. Il était considéré comme tout, comme une boisson, comme un aliment, effectivement. Alicament un peu aussi, puisque c'est un alicament, c'est un aliment auquel on a ajouté des substances chimiques. À l'époque, on ne parlait pas de chimie, évidemment, mais on parlait quand même d'un vin qui nourrit. D'ailleurs, ça, on le vérifie aujourd'hui. On estimait que le vin, surtout le vin rouge, se transformait plus rapidement que n'importe quel aliment en sang. Et en sang de bonne qualité si le vin lui-même était de bonne qualité. Bien sûr. Donc, et après, alors ensuite, au-delà des qualités passives du vin, donc boisson et aliment, parce que passif parce qu'il est transformé dans le corps, on peut arriver aux qualités actives du vin qui le rendent médicament ou poison, en fonction de la manière dont on l'utilise. Absolument. En tout cas, merci de cette petite introduction. Je salue de nouveau tous les gens qui nous rejoignent. On a des petits coucous, je vois, des Antilles avec David Terry, de Polynésie et bien sûr de différents endroits de France, de Lyon et d'ailleurs. Je vois que les Bourguignons bougent aussi pas mal. Je vois qu'il y a des Beaunois, des Nuitons, enfin, etc. Et puis pas mal, voilà, de toutes les régions françaises que je salue également. Donc, tu as fait un parcours universitaire finalement, Yale notamment aux États-Unis. Oui. Tu enseignes chez Ferrandi, tu enseignes à l'OIV, tu enseignes à la Sorbonne, je crois, enfin dans différents endroits. C'est en même temps ta passion et ton métier. Je veux dire presque un peu comme tous les gens du vin d'ailleurs. Oui, je crois que y a beaucoup de similitudes entre le métier de chercheur, d'écrivain et de vigneron, parce que il y a d'abord une matière qu'on doit dompter d'une certaine façon. Il faut se familiariser. Moi, mes sources sont des manuscrits, donc il faut arriver à les comprendre, à les transformer en quelque chose qui soit acceptable d'absorber par quelqu'un. Donc en fait, c'est une même attitude on a une matière brute et il faut en faire quelque chose qui fasse plaisir à quelqu'un. Plaisir par l'apprentissage, plaisir par la dégustation, plaisir par l'échange. Et ça, on arrive avec l'échange plus vivant, on arrive à l'expérience éducative, effectivement, à l'enseignement, à la pédagogie qui évolue tout le temps, comme le goût des consommateurs de vin, des amateurs de vin. Le besoin de connaissances et l'appréhension des connaissances changent tout le temps. Moi, j'enseigne depuis longtemps maintenant et on est obligé de changer très régulièrement, j'allais dire presque tous les ans. Alors tant mieux, parce que comme ça, on s'ennuie jamais. Contrairement à ce que disait un ministre, je crois, il y a longtemps, peut-être 30 ou 40 ans, quand on est prof, on redouble tous les ans. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que ce sont les étudiants qui nous aident à grandir. On redouble d'efforts, il n'a pas continué sa phrase. Oui, puis on redouble d'enthousiasme parce que sinon, on ne nous écoute pas. Et puis sinon, il faut changer de métier. Non, et puis en plus, entre l'enseignement et la recherche, puisque c'était deux axes finalement d'activité, ou de passion aussi, il y a bien sûr qu'automatiquement, ça te fait évoluer dans la manière d'enseigner ou dans les propos tenus, parce que finalement, la recherche, par définition, ne s'arrête jamais. Quand on parle de l'origine de la viticulture, on cite toujours une période antique, ancienne, la Mésopotamie orientale, la Perse, les pays d'aujourd'hui comme la Géorgie, l'Azerbaïdjan, etc. Vraisemblablement, mais en même temps, quand on suit les fouilles, je pense par exemple en Ardèche, à Alba-la-Romaine, donc pas loin de là où habite mon frère, par exemple, on a trouvé encore récemment des traces importantes de viticulture, non seulement sauvage, mais aussi de viticulture qui est travaillée, donc, qui remonte à l'âge du fer, notamment, pour travailler. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la naissance de la viticulture, de la vigne cultivée, de la vigne domestiquée, c'est la sédentarisation. Donc, la vigne existait à l'état sauvage, en effet. Ensuite, on l'a domestiquée en même temps qu'on domestiquait tout ce qui nous environnait. Et puis, les gens se déplaçaient. Alors, ils se sont déplacés alors même qu'ils se sédentarisaient. Et c'est ça ce qui est intéressant avec l'histoire de la viticulture et de l'amour du vin, en fait, c'est qu'il a tout le temps voyagé. Il y a
je ne vois pas de fixité du vin. C'est aussi pour ça que c'est un sujet aussi fascinant et qu'il est d'autant plus fascinant qu'on l'observe de manière diachronique et synchronique, donc dans le temps et dans l'espace, parce que ça bouge en permanence avec des échanges qui ne sont jamais seulement de vin. Quand on échange du vin, on échange aussi autre chose. Et c'est peut-être ça, justement, le message des viticulteurs, celui que moi, j'essaie de retracer à travers des sources historiques, mais finalement, il est toujours le même. Alors, c'est un peu un résumé de l'histoire humaine, c'est que l'homme est toujours le même, mais finalement jamais tout à fait le même, en fonction de la culture dans laquelle il croit, et le vin, c'est pareil. Absolument. Quelles sont les découvertes récentes qu'on pourrait faire partager aux gens qui nous suivent ce soir ou qui nous réécouteront dans quelques jours? En termes de vin, hein, pas de source. En termes d'histoire de la viticulture. Ah, les découvertes récentes. Oui, moi, qu'on n'attendait pas ou qu'on a juste découvert récemment. Alors, il y en a tout le temps, en fait. Moi, ce qui me frappe depuis quelque temps, c'est de réaliser que l'histoire du vin existe avant l'histoire de l'écriture. Et en fait, on a commencé à échanger du vin. L'écriture est née de la comptabilité. Et on a commencé à échanger du vin avant d'échanger des lettres. Donc, là encore, quand on parle d'une bouteille à la mer, je n'avais pas fait ce lien-là, mais une bouteille à la mer, c'est vraiment une manière d'échanger quelque chose qu'on ne peut pas échanger autrement. Donc, ça... Oui, alors il y a ça, autres découvertes récentes, peut-être. Alors ça, c'est difficile à vérifier parce que moi, je m'efforce de parler de ce que je sais lire. Alors, je ne lis pas je lis aucune écriture chinoise, pas le mandarin, rien. Mais donc, je ne peux pas lire les rapports de fouilles. Mais apparemment, on aurait cultivé du vin pas longtemps après la Géorgie en Chine. Ah oui. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'aujourd'hui, les pays du Nouveau Monde sont des pays anciens du vin. Et par ailleurs, dans ce grand voyage de l'histoire du vin à l'échelle mondiale, on passe de la Géorgie et ensuite on part de la Géorgie, on va vers le sud et ensuite toujours vers l'est, jusqu'à remonter un tout petit peu à l'ouest, mais au nord pour aller en Phénicie. Et là, par les Phéniciens, le vin va essaimer toute la Méditerranée, toute la civilisation méditerranéenne du vin. Elle naît de l'est. Donc, c'est intéressant de voir que le va-et-vient, finalement, cette civilisation du vin qui est censée être occidentale est en fait orientale. Elle est très orientale, exactement. Et on se l'est pas approprié parce qu'il y a toujours l'histoire et l'origine. Mais en tout cas, ça s'est plutôt bien passé dans la partie occidentale. Mais on se l'est un petit peu approprié quand même. Et notamment le bassin méditerranéen. Oui, c'est ça. Mais on se l'est un peu approprié quand même parce que la France est devenue quand même ce pays du vin qui a dicté pas mal de choses de manière, alors j'allais dire avec l'histoire du champagne déjà quand même, mais quand même, je pense que tout ça se recentre autour du XVIIIe siècle de manière marquée. D'abord parce que, alors déjà au XVIe, mais surtout au XVIIIe parce que le français est la langue diplomatique, qu'on commence à faire des bulles, à mettre des bulles dans le vin et que ça devient un phénomène de cours. Et comme les cours étaient dominés par la langue française, les cours européennes, la cour de Russie a été abreuvée de champagne bien avant toutes les autres. Même donc, si dit-on à Zélina que ce sont plutôt les Anglais qui ont mis en évidence ce phénomène de la fermentation. C'est toujours le problème de la découverte. Alors ça, c'est peut-être une des choses intéressantes de notre époque, c'est que on a toujours envie de trouver un premier. Et finalement, parce qu'il y a eu l'histoire de Limoux qui a été démentie, mais qui est quand même intéressante. Avec l'abbaye, ça date du milieu du XVIe. Oui. Et donc tout ça... oui, bien sûr, il y avait probablement un goût anglais pour les bulles. Enfin, encore fallait-il en faire un joyau local, un joyau du terroir, et donc délimité par les appellations qui ont été organisées par le système français et ensuite imitées. Enfin, tout ça fait que... alors, je pense que justement, le vin est aujourd'hui l'occasion d'abattre les frontières et de dire que finalement c'est un trésor mondial et que ce qu'on a surtout envie de faire tous, c'est de l'échanger, encore une fois, pas par des pots de vin, mais par des tintements de verre qu'on a hâte de pouvoir
refaire ensemble. C'est clair. Rendez-vous dès mercredi pour tous ceux qui ont des terrasses ou qui seront dans des endroits où ça pourra être le cas en tout cas. Nous, au bistrot du Sommelier, on va pouvoir, j'espère, réouvrir en tout cas dans l'ambition de le faire dès mercredi. Ça va dépendre un peu de la météo. Hein. Ici, à Marseille. Apparemment, il fait beau là chez toi. Oui, à Marseille, il fait plutôt pas mal aujourd'hui. Ouais. Je remonte à Paris, a priori, la météo est moins favorable, j'allais dire, aux terrasses. Mais effectivement, tout le monde a hâte. Mais même avec un chapeau, on viendra. Oui, on trouvera des solutions. Toi, en termes de faits marquants, enfin, c'est impossible de résumer 10 siècles d'histoire parce que le Moyen-Âge, c'est du 5e au 15e siècle. Hein. Ouais. Mais malgré tout, dans cette période moyenâgeuse, quels sont les faits les plus marquants en termes de viticulture et d'œnologie ou de dégustation? Euh, la, la reprise de l'administration romaine par l'Église, par les structures ecclésiastiques, donc l'autorité épiscopale et municipale qui se lient ensemble pour reprendre les structures romaines. Donc là, il y a une continuité en fait. On a l'impression que le Moyen-Âge, d'ailleurs il est appelé Moyen-Âge parce qu'on l'a dénigré au XVIe siècle et qu'on s'est dit le Moyen-Âge est un âge moyen, médiocre, éventuellement épouvantable, un âge d'envahisseurs, un âge de go. Entre une civilisation antique extraordinaire et une civilisation de la Renaissance extraordinaire aussi parce qu'on retrouvait les textes antiques. Or, en tout cas, pour le vin n'a pas disparu au Moyen-Âge, donc pour nous, c'est quand même une bonne nouvelle. Et non seulement il n'a pas disparu, mais il a repris tous les critères précédents. Donc les apports de la viticulture antique ont été préservés au Moyen-Âge. Ensuite, il y a eu évidemment cette expansion liturgique du vin, et pas seulement liturgique, parce que finalement, les moines viticulteurs ont été. Alors, on parle beaucoup de ce devoir, de ce besoin liturgique, de ce besoin du vin pour le culte, mais il y avait quand même un véritable devoir d'hospitalité qui incombait à tout seigneur, qu'il soit religieux ou temporel. Donc, il fallait de toute façon avoir du vin pour bien se comporter et pour faire plaisir. Là, la notion de plaisir au Moyen-Âge est très importante. Moi, je la vois tout le temps, même dans des préceptes thérapeutiques. Les médecins évoquent le plaisir dans pratiquement tous les textes dans lesquels ils parlent de vin. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on oublie quand on parle de l'OMS et de la dangerosité du vin pour la santé. On oublie de dire à quel point ça peut faire plaisir et à quel point ça peut, comme disaient justement les médecins médiévaux, chasser la tristesse et chasser véritablement la tristesse du corps. C'est une expulsion radicale. Non, mais on sait très bien que si on soigne la tête, on soigne le reste du corps, clairement. Oui. Et le moteur et le cerveau, quoi qu'il arrive, et lorsque l'on est dans dans une situation qui est plutôt de détente et de bien-être moral, le physique suit. Et puis alors, la créativité, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, il y a aussi beaucoup de moines, même des moines, je pense aux moines que tout le monde connaît grâce à Karl Orff, des Carmina Burana. En fait, ce sont des moines qui ont travaillé à ces textes poétiques, donc ces chansons à boire notamment, dans les années 1230, et qui disaient que sans vin, ils ne pouvaient pas créer, ils ne pouvaient pas écrire. À ce jour, on connaît quand même assez peu d'écrivains qui ne boivent pas du tout. Absolument. Mais d'ailleurs, in vino veritas, c'est quand même une expression plus ancienne encore, qui veut tout dire, enfin, qui veut dire beaucoup en tout cas. Alors, j'ai retrouvé quelque chose en réfléchissant à ce que j'allais raconter sur le vin, dont je voulais éventuellement vous parler. Alors, est-ce que vous voyez nous dire ce que c'est? Parce que comme on est malheureusement en image inversée, on n'arrive pas à lire. Noté in chasselas veritas. In chasselas veritas. Eh oui, on salue tous les producteurs de chasselas. Le chasselas étant le cépage qui sert de référence à la maturité des autres, finalement, puisque c'est effectivement le point zéro quasiment de maturité et les vignerons connaissent bien. Donc, quels sont tes ouvrages, toi, de référence à ce que tu as écrit? Tu peux peut-être nous en parler un peu plus. On a évoqué celui sur le tempérament, les hommes et le vin. Ça, c'était le dernier. En effet, le premier s'intitule Florilège de discours savants sur le vin. Celui-là, je l'ai écrit, c'est mon tout premier publié, en tout cas. On écrit toujours avant de publier des livres, mais celui-là, donc c'est le premier publié en 2012. Et l'idée, c'était, je venais de terminer ma thèse et j'avais utilisé peut-être un tiers des textes que j'avais lus.
Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas en faire profiter des lecteurs. Je me disais quand même qu'une thèse serait assez peu lue et que, comme j'avais lu plein de manuscrits, il était peut-être temps de partager tout ça. Et donc, le sous-titre était Écrire le vin d'Homère à Rabelais. Très Et bien. donc, cette histoire pré-moderne du vin, je voulais la montrer par les textes. Parce que un des affres de notre époque, c'est de décontextualiser. Donc, on a une citation, et d'ailleurs, je finissais par Rabelais, et ça, une citation m'avait frappée, notamment, c'est quand il dit « Rire est le propre de l'homme ». Parce qu'effectivement, c'est écrit dans Rabelais, mais il ajoute juste après, non pas rire, mais boire. Ah oui. Et boire du vin frais et de bonne qualité. Donc Et là, ça change tout. exactement, tu as tout à fait raison et ça corrobore notre propos de tout à l'heure puisque Rabelais était médecin, Oui, absolument. hein, à Montpellier C'est pour ça notamment, avant d'aller faire c'est sa vie. pour ça qu'il connaît. Absolument, on a gardé. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il connaît aussi bien Galien, Hippocrate et même des gens du Moyen Âge. Exactement. Je Et pense que pour répondre à la troisième, pardon, je t'en prie, non, non. le troisième volet ma réponse à ta question sur ce que nous apporte le Moyen Âge, c'est qu'en fait, il ne s'arrête pas au Moyen Âge. Donc Rabelais, pour moi, est un homme du Moyen Âge. Alors parce qu'il reprend, il a cet esprit truculent des fabliaux. Et alors là où il est plus de la Renaissance, c'est qu'il en fait un système qui est à lui. Donc il en fait une sorte d'épopée véritablement rabelaisienne parce qu'il bon, il avait une telle puissance intellectuelle qu'il s'est permis d'inventer un langage. Il utilise pas mal de différents idiomes qu'il combine pour en faire son langage à lui. Et le Donc, singularité. c'est ça. Oui, et puis Rabelais était bien placé ensuite et François Ier aussi ils ont partagé la Loire, si on veut, à des époques Bien sûr. sont suivis l'un l'autre pour effectivement ensuite cette ouverture vers la Renaissance et plus vers une époque plus moderne, plus contemporaine effectivement de la viticulture. D'autres livres qui te viennent, puisque voilà, on voit plein de Mais livres moi, je ne me, et on peut imaginer qu'ils sont quand même assez ciblés sur ta passion. ben, je ne me lasse pas de celui de Roger Dion quand même, hein, parce que Ça, c'est une des il a grandes. été publié en 59, publié officiellement par Flammarion en 77, et puis finalement à ce jour, on n'en a pas écrit d'aussi bon. Alors un autre que je trouve remarquable, qui n'est pas tout à fait, même pas du tout un livre sur le vin, mais qui s'intitule Épicure aux enfers. Alors ça, c'est le dernier livre qui m'ait vraiment fait plaisir, un livre purement historique, et il retrace l'histoire d'Épicure et de l'épicurisme par Aurélien Robert, donc. Et alors, donc, on se rend compte que l'histoire de l'épicurisme n'est pas ce qu'on en dit aujourd'hui. Donc, quand on dit je suis un épicurien, allons-y, allons à table, allons prendre l'apéro. En fait, c'était pas ça du tout. C'était une philosophie de la frugalité qui a été transformée très vite. Donc, c'est une philosophie grecque, transformée déjà à l'époque romaine. On en a des traces chez Pétrone, par exemple. Donc, très vite, c'était très connu puisqu'on en a des traces dans la littérature et dans la philosophie. Puis ensuite, les chrétiens se sont emparés enfin les théologiens se sont emparés de cette hérétique, entre guillemets, en se disant, celui-là, on n'en veut pas. Ah oui, quand même, il a été rejeté donc à l'époque. Il a été rejeté, mais c'est justement très intéressant parce que c'est une forme d'ascétisme, l'épicurisme. Ce qu'on appelle nous aujourd'hui épicurisme, c'est l'hédonisme. Eh oui, exactement. Exactement. Et l'hédonisme, pour le coup, est une recherche de plaisir et de bonheur, d'épanouissement. De plaisir illimité. Absolument. Alors moi, j'ai quelques livres aussi dont j'aimerais te parler. Un que j'ai pas encore lu, mais dont on m'a beaucoup parlé, que je viens de recevoir, qui c'est celui d'Éric Rémus, qui a gagné, alors non pas le Grand Prix de l'OIV, parce que Madame la Présidente, quand même, respect, mais j'aimerais qu'on nous parlions de deux livres que j'ai beaucoup aimés dans le dernier palmarès, après avec toi, mais celui-là, c'est Hirolegui, Mon Amour. Oui. C'est un petit clin d'œil, effectivement, à Hiroshima, Mon Amour, bien entendu. Le sous-titre Itinéraire d'un sommelier, et ça raconte effectivement la truculence un peu de la préparation des concours d'un jeune sommelier, élève d'ailleurs, étudiant sommelier qui rêve de devenir meilleur sommelier de France et du monde ensuite, et auquel il arrive. Alors c'est très romancé, c'est bien entendu inventé parce qu'il y a plein d'aspects qui n'existent pas dans les concours, mais voilà, mais c'est un livre qui est très intéressant, et surtout c'est de la part d'Éric Rémus, qui est aussi lui-même à une époque en tout cas producteur de vin à Saint-Émilion. Hein. Et qui vient de publier un livre d'ailleurs.
Voilà. Et donc, ce livre-là qui vient de sortir, c'est un très joli livre sur effectivement, et sur le monde de la sommellerie et de la viticulture et le croisement, j'allais dire, entre les deux. Et puis, l'autre livre, mais dont tu as entendu beaucoup parler ces derniers temps, que j'adore, Bien je sûr. de terminer, il me reste quelques pages pour ce soir. C'est Vigneronne, le livre de Laure Gasparotto qu'on salue. C'est vrai que c'est une femme qui parle beaucoup de vin et qu'on adore et que l'on reçoit comme toi de temps en temps dans notre émission Invino avec Alain Marty et David Cobold sur Sud Radio maintenant le week-end. Et c'est un magnifique livre. Hein. Je suis franchement tombé amoureux de la façon dont elle raconte effectivement ses péripéties sur les terrasses du Larzac entre l'Odève, Gignac et le reste. Je pense que tu l'as lu. Je viens de le recevoir, donc ça ne saurait tarder. Mais En revanche, j'ai goûté son vin à l'époque. oui, oui, c'est pas mal. J'aimais beaucoup. Donc, La gentillère, mais qui malheureusement s'est arrêtée, puisqu'elle mais a, oui, elle est passée, non pas à autre chose, mais bon, elle a fini par renoncer à cette histoire. Le projet était magnifique, hein, elle le raconte bien. La difficulté aussi, très, oui. très importante. Et je trouve que quand on lit ce livre, on connaît beaucoup plus de choses sur le monde du vin, sur la viticulture, sur la difficulté finalement et sur toutes les questions qu'on peut se poser quand on est dans sa vigne, dans sa cuverie, voire dans sa cuve, hein, voire au moment de décuver, enfin, etc. Toutes les péripéties du quotidien et tous les questionnements et tous les renoncements qu'il faut pour pouvoir mener à bien effectivement ce magnifique métier de vigneronne en l'occurrence, mais de vigneron, bien entendu, Ouais. large. Mais je pense qu'en plus, vigneronne, c'est encore moins simple que vigneron, quelque part. Et en tout cas, c'est extrêmement bien écrit. Laure Gasparotto, voilà, publié chez Grasset, qui est quand même un très bel éditeur, alors que le premier, celui d'Éric Rémus, est publié aux éditions Percé. Voilà. Alors, dans le Grand Prix de l'OIV, tu as récompensé, j'ai le bonheur de suivre ta cérémonie, parce que c'est enfin, ta cérémonie, c'était la cérémonie de l'OIV, mais c'est toi qui présentais ça avec brio. Il y a deux livres qui m'ont marqué parce qu'ils me parlent au cœur. Le premier, c'est celui de Paul Brunet, très joli livre sur le vin et les vins au restaurant, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre? Qu'est-ce qui a fait pencher le jury finalement pour cette récompense? Et je pense que dans ce genre de livre, on cherche alors, toujours quand même quelque chose de bien écrit parce qu'on a d'avoir envie de continuer à lire. Et c'est, je pense, surtout quelque chose d'authentique comme dans les vins, en fait. Je crois vraiment que dans la littérature, on cherche les mêmes choses. Finalement, on cherche à peu près les mêmes choses dans tout ce qu'on aime. Dans un livre comme dans un vin, comme chez quelqu'un, on a les mêmes critères. C'est pour ça que je trouve que euh, les vins qu'on aime nous ressemblent un peu. En tout cas, on aimerait bien qu'ils nous ressemblent parfois. Et ce livre présentait justement de présenter le métier de façon très, très sincère. Donc, je pense que c'est ça ce qui fait plaisir au jury. Et c'est quand même, je dois le rappeler, un jury très technique. Donc, on a des professionnels de toutes les dimensions techniques de la vitiviniculture qui décident qu'un ouvrage a plus de valeur qu'un autre. En général, il y a toujours un mélange de qualité éditoriale, de qualité d'écriture et de qualité d'information, parce que même si moi j'aime beaucoup les mots pour eux-mêmes, il faut quand même qu'ils disent quelque chose. Donc c'est toujours cette combinaison délicate. Absolument. C'est un livre qui est super intéressant pour tous les sommeliers qui veulent apprendre ou qui veulent se tenir informés, parce que le livre a été actualisé plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Et c'est un magnifique ouvrage, effectivement. Le deuxième auquel je pense, c'est le dernier livre de Jacques Auron, un roman. Alors, je crois que Paul Brunet édite chez BPI Éditions, et de mémoire, Jacques Auron, c'est les éditions de l'Homme. Alors Jacques Auron, il est en lice cette année, donc moi je ne sais pas comment va se prononcer le jury, D'accord. mais je l'ai lu et je l'ai trouvé très intéressant. J'ai trouvé qu'effectivement c'était un beau voyage. Oui, absolument. Il raconte son parcours finalement, lui, de initiatique quelque part à travers. Tout ça est romancé, mais c'est lui dont il parle finalement un peu son parcours personnel, vers son cheminement de la Bretagne jusqu'au Canada,
en passant par l'Italie et l'Espagne notamment qu'il adore, la Grèce aussi, enfin les vignobles du monde, l'Amérique du Sud, les balades à cheval, etc. C'est joliment écrit. On rentre dans l'histoire volontiers, comme on dit. C'est un vrai roman. Ouais. Le titre m'échappe, mais en tout cas, c'est le dernier de Jacques Auron. Oui, écoute, les fleurs quelque chose de l'exil. Bon, le site m'échappe aussi. En revanche, je dirais volontiers un mot sur celui de Philippe Bourguignon, il y a 2 ans. C'était une sorte de dictionnaire romancé aussi sur le métier de sommelier. Et Absolument. ça, c'était un très beau livre aussi qui était là aussi très pédagogique. Je pense que c'est intéressant pour nous aujourd'hui parce que beaucoup de choses sont écrites sur le vin. Et en fait, on a tous besoin d'apprendre. Donc, des qualités pédagogiques sont toujours les bienvenues chez un auteur, en fait. Exactement. Pour terminer, parce qu'il est déjà l'heure quasiment de rendre l'antenne, comme on dit, un coup de cœur pour un vin particulier. C'est quoi ton vin ce soir, ce que tu as préparé pour nous? Mon vin ce soir, c'est le Chasselas cuvée Le Bray de la Colombe, qui est un vignoble de Féchy, dans le canton de Vaud, Dans le canton donc de Vaud, donc Suisse. nos amis suisses, magnifiques Voilà. Et producteurs de vin. On salue les grands vignerons et grandes vigneronnes, parce que je pense à Marie-Thérèse Chapas notamment, qui est un peu une vigneronne emblématique, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais en l'occurrence, c'est une vigneronne parce que c'était quand j'ai découvert ce vignoble dans 2000, je pense 13-14, c'était Raymond Paco qui s'occupait de ça et maintenant il se fait suivre par sa fille, succédé par sa fille Laura. Et donc je pense que Raymond est toujours très présent, mais que Laura a un bel avenir devant elle parce qu'elle a beaucoup de qualités pour justement créer, comme en tant que créatrice de vin. Je pense qu'elle va réussir à garder la tradition et la patte Paco tout en y mettant son cœur à elle. Donc je pense que c'est un bel exemple de transmission d'un père à une fille. Absolument. Et ça, c'est voilà l'héritage en cadeau. Et quelle belle passation, j'allais dire comme ça, entre un père et une fille, un père et une fille. Enfin, voilà. Cette notion d'héritage, c'est ce qui permet la culture que tu incarnes magnifiquement bien voilà, d'être connu, de perdurer quelque part. Et à chaque fois, d'essayer de faire en sorte d'avancer voilà, vers la lumière, voilà, vers un destin particulier, et en tout cas d'améliorer des choses. On peut l'espérer en tout cas. En tout cas, on ne perd pas beaucoup à des passeurs de choses qu'on aime. Absolument. Je te remercie beaucoup. Moi, j'ai pas goûté. Elles sont au frais. Ici, je suis à 2 pas de Cassis avec des blancs magnifiques, une Marsanne cristalline que je vais sûrement goûter à l'apéro tout à l'heure en famille. Et puis, les vins d'Aix-en-Provence, notamment aussi à 2 pas d'ici. Et puis, l'appellation Palette. Je salue d'ailleurs la famille Rougier pour Château-Simone ou le domaine Henri Bonneau, dont j'ai goûté encore il y a quelques jours en 2016 en blanc, magnifique, dans lequel effectivement la clairette, qui est le cépage effectivement du secteur de Palette, donne des résultats absolument merveilleux. Donc c'est un plaisir. Merci pour tous vos commentaires. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Il y en a plein. Voilà, on va essayer de néanmoins, si vous voulez retrouver Azélina, vous pouvez non seulement acquérir ses livres, vous avez compris, vous inscrire pour suivre ses cours, voilà, ses interventions à Ferrandi, à la Sorbonne ou ailleurs, nous écouter sur Sud Radio. Et Azélina, merci à toi, merci pour ce live de ce soir. Merci. Également, désolé pour le bruit, mais c'est juste pour terminer, pour vous dire qu'il est l'heure sûrement. Et merci aussi pour nous avoir fait rencontrer Juliette Jourdan, parce que je pense que c'était une belle rencontre grâce à toi, parce que c'était une de tes élèves à l'OI. Elle travaille maintenant pour nous. On salue Juliette, on salue Laurent Boyer, on salue l'ensemble des membres de l'association effectivement qui nous suivent et qui nous accompagnent dans cette fabuleuse histoire de la vigne du vin. Mais on l'a compris ce soir, de l'hédonisme et des plaisirs et du bonheur que l'on vit et que l'on partage. Merci Philippe, merci à tous. À très bientôt. Bonne fin de soirée à tous. Salut Zélina. Et la semaine prochaine, je reçois Isabelle Mabou. Voilà, une autre jolie femme avec nous et surtout une sommelière brillante qui travaille à Annecy,
depuis maintenant quelques temps, qui a été finaliste en 2018 du concours de meilleur sommelier de France et qui va nous faire effectivement découvrir. Alors, je crois qu'elle a aussi une passion pour le blanc et peut-être le chasselas aussi. Il y a des nouveaux coteaux juste au-dessus d'Annecy qui ont été revalorisés ces derniers temps. Et il y a un vigneron, Francis Rousset, dont elle veut nous parler. Et elle va nous faire découvrir cette nouvelle petite appellation, cette petite pépite. Donc rendez-vous lundi prochain, 18h30, en compagnie d'Isabelle Mabou. D'ici là, bonne semaine à tous. Profitez des terrasses. Voilà, que nous revenions à une vie normale, festive comme il se doit. Boyez des vins, buvez des vins, peut-être pas du Moyen-Âge, il n'y en a plus beaucoup de disponibles, mais en tout cas des bons vins, c'est pas ce qui manque. À bientôt. Salut. Merci Azélina et à bientôt. Merci Philippe, au revoir. Ciao, ciao.